Merci, je voudrais vous remercier vraiment d'être là parce que vous étiez ce matin encore à Bruxelles, vous étiez hier pour signer, c'est un grand parcours de promotion pour vous. Et il y a 15 jours, vous nous le racontiez il y a quelques instants à Los Angeles, pour interviewer pour le magazine Elle l'actrice Demi Moore, qui est d'ailleurs l'égérie de la marque Helena Rubinstein, cette femme dont on va parler maintenant. Si vous ne lisez pas Elle, vous connaissez peut-être Michel Fitoussi, au moins pour ce livre que vous avez peut-être lu et qui est paru il y a de cela maintenant 11 ans, et qui s'appelait La prisonnière, et qui racontait la détention de Malika Oufkir, la fille du général Oufkir, qui avait été impliquée dans une tentative de coup d'État d'Hassan II, c'est ça. C'était un best-seller pendant plusieurs mois à l'étranger, vendu à 1 million d'exemplaires dans 30 langues. Alors, là, on parle de toute autre chose, un destin incroyable. L'histoire de cette femme, vous connaissez évidemment la marque Helena Rubinstein, mais on ne connaît pas forcément le parcours vraiment romanesque d'une femme extraordinaire, une petite femme, mais seulement par la taille, elle faisait 1m47, autodidacte, pauvre, rebelle, courageuse, qui inventa tout de la beauté moderne. Jean Cocteau l'avait surnommée l'impératrice de la beauté. Elle a accompagné l'émancipation des femmes, on va en parler tout à l'heure, à qui elle ne manquait pas de rappeler, je la cite, que la beauté, c'est le pouvoir, et même le plus important de tous. Elle disait aussi, il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses. C'est une jolie phrase, ça. C'est vrai que c'est une jolie phrase, oui. Alors, vous allez voir le livre. Alors, a priori, c'est vrai, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, quand je me suis dit je vais lire le livre sur Helena Rubinstein, ça ne me passionnait pas a priori. Et je peux vous dire qu'on se laisse embarquer dans cette histoire jusqu'au bout. C'est véritablement passionnant. C'est un vrai film sur papier. Alors, cette femme, on va aborder un peu sa personnalité, son parcours, surtout la première partie qui est finalement la plus intéressante et qui a sans doute dû vous passionner, parce que cette femme d'affaires, quand elle a 40 et quelques années, c'est un parcours de femme d'affaires, j'allais dire, d'aujourd'hui, mais elle est vraiment partie de rien. C'est ça qui vous a passionné, véritablement, non ? Oui, parce qu'elle avait au départ 4 handicaps. Helena Rubinstein, elle était pauvre, enfin d'une famille modeste, elle était juive, elle était immigrée et elle était femme. Et ces 4 handicaps, elle en a fait une force. C'était vraiment... D'ailleurs, quand vous dites... vous avez commencé en disant je pensais pas me laisser embarquer comme ça. Pour vous dire la vérité, moi non plus. C'est-à-dire que je la connaissais pas vraiment. Je connaissais la marque Rubinstein. J'avais vu des pots sur les étagères de ma mère quand j'étais jeune, ou bon, voilà, comme ça. Je sais pas du tout les produits de beauté que j'utilise. Je l'ai découverte vraiment par hasard et honnêtement, comme vous, j'ai été absolument scotchée par son parcours, et scotchée d'abord parce que elle naît en 1872 à Cracovie, en fait, dans le faubourg juif de Cracovie, à Kazimierz. Elle naît d'une famille assez modeste. Elle est l'aînée de 8 sœurs, 8 filles. Et tout de suite, j'ai été très séduite par les prénoms. La litanie des prénoms, c'était un peu comme, vous savez, cette chanson de Marie Laforêt, Stella, Manka, Cesca, Paula, Regina. Elle-même, elle ne s'appelait pas Helena, elle s'appelait Raja, et elle a changé son prénom ensuite, quand elle est partie. Et cette enfance en Pologne, c'est une enfance qui est difficile. C'est une enfance où, comme c'est l'aînée de 8 filles, elle est obligée de s'occuper des sœurs, quoi, et de seconder sa mère, de faire la cuisine, d'aider au ménage, etc. Et en même temps, son père, qui est un doux rêveur et qui préfère les livres aux livres de contes, tient une espèce de bazar. Oui, un bazar. Il vend du kérosène, il vend des œufs, il vend beaucoup de choses, comme un espèce d'épicier. Il n'est pas très doué pour les affaires. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans la famille. En revanche, elle est très douée pour les affaires, déjà, même dans la boutique de son père. Oui, elle va l'aider, elle va le sauver de plusieurs mauvais pas. Et elle le raconte d'ailleurs dans son autobiographie. Alors, qu'on prend un peu avec des pincettes, elle l'a écrite, cette autobiographie, à la fin de sa vie. Et comme c'était, il faut le souligner tout de suite, quelqu'un de menteur, enfin... Elle brodait, elle enjolivait, elle racontait sa vie comme ça l'arrangeait, et au fond, elle s'est bâtie une légende et une histoire dès le début de sa vie. Et donc, elle a été habituée, si vous voulez, à la fois commander chez elle, commander ses sœurs, les faire filer droit, travailler chez son père, tenir les livres de compte, et en même temps, elle devait un peu filer doux parce que son père, il était quand même assez strict, quoi. Elle avait des valeurs importantes qu'on lui avait inculqué parce que c'était la religion, parce que c'était la famille. D'ailleurs, c'est des valeurs sur lesquelles elle va s'appuyer ensuite. La famille a pour elle, même si c'est compliqué après avec son mari, ses enfants, etc., mais c'est très important pour elle. Mais elle est rebelle.
C'est une rebelle. C'est une rebelle. Ses parents veulent la marier parce qu'elle est destinée évidemment à être une maîtresse de maison, à perpétuer la tradition, à avoir plein d'enfants. J'avais dit 8 sœurs, mais 8 filles, mais ils étaient 15 au départ. Il y en a quelques-uns qui sont morts à la naissance ou en bas âge, comme à l'époque. Mais elle veut pas du tout. Elle veut pas se marier. Elle veut se prendre en main. Elle veut se prendre en main. Voilà. Elle veut se prendre en main. Alors on va parler de la manière dont elle va se prendre en main et ce départ donc pour l'Australie. Avant cela, je voudrais juste qu'on fasse une parenthèse sur la manière dont vous avez travaillé, parce que ce qui est aussi passionnant dans le livre, c'est qu'on traverse le 19e siècle, plusieurs pays, plusieurs époques. Ouais. Donc pour vous, c'est un travail d'historienne que vous avez fait d'abord, non ? Je suis pas historienne du tout. Donc je suis journaliste, je suis romancière. Donc j'ai essayé de mélanger les deux. Romancière, j'ai trouvé ce parcours très romanesque et j'ai eu envie de l'écrire comme un roman, c'est-à-dire ne pas noyer le lecteur sous les dates, sous les faits, etc. Parce que c'était à l'infini, il y avait tellement de choses à raconter, mais plutôt raconter ça comme une histoire, surtout tout au début de sa vie où finalement on n'a pas grand-chose à part son autobiographie. Journaliste parce qu'évidemment il fallait que je mène une enquête. Alors il y avait des choses, bien sûr, écrites sur elle. Il y a eu, comme Madame le soulignait, un livre de souvenirs écrit par son secrétaire qui l'a accompagné pendant les 15 dernières années de sa vie, Patrick O'Higgins, et qui raconte dans un livre qui s'appelle Madame, dans l'enfer doré de Madame, ce qui vous montre que le personnage était quand même assez intéressant. Tout le monde l'appelait Madame. Oui, tout le monde l'appelait Madame. Et puis il y a eu une très belle biographie faite en anglais par une Anglaise qui a fait un destin croisé entre Elisabeth Arden, sa grande rivale, et Helena Rubinstein. Il y a eu quelques livres sur elle, mais je ne m'en suis pas contentée. Je suis allée lire la presse australienne qui est numérisée, c'est vraiment très bien fait. Donc je suis allée retrouver j'ai retrouvé des réclames qui datent de 1903 où déjà elle demande à des comédiennes célèbres en Australie de vanter sa marque. Alors c'est pas encore parce que je le vaux bien, mais on n'en est pas loin, hein, parce que Nellie Stewart, qui est une actrice à l'époque, dit « J'utilise la crème Valaz, la crème d'Helena Rubinstein, parce qu'elle fait du bien à ma peau. » Donc j'ai retrouvé pas mal de choses dans la presse. Vous vouliez, qu'il y ait ce parallèle aussi avec l'histoire avec un grand H. C'était important pour vous, quoi. Alors donc tout ce qui est Helena Rubinstein, donc voilà, je suis allée voir les archives, et puis j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu sur toutes les époques, et comme vraiment elle traverse à la fois les continents. Bon, il y a l'Europe, il y a l'Australie, il y a l'Angleterre, il y a la France, il y a les États-Unis, et puis pas à n'importe quelle époque. Elle arrive en France dans les années 20, et elle est une des figures importantes de ce petit monde de la culture et des arts, parce qu'elle est mécène et qu'elle achète beaucoup. Donc il fallait que je me documente sur beaucoup de choses, sur la publicité, elle fait quand même... Quand elle arrive aux États-Unis, elle est quand même partie prenante de la société de consommation, du boom de l'industrie, elle avec ses produits de beauté, puisqu'elle va créer des usines pour les fabriquer. Donc tout ça a été intéressant, et j'avoue vraiment que si ça vous a passionné, moi ça m'a scotché, mais tout, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, que je ne savais pas, j'ai fait des liens avec beaucoup de choses, avec les femmes aussi, parce que toute son histoire suit tout ce siècle de l'émancipation des femmes. Donc il y a beaucoup de choses que si vous voulez, je tirais des fils, et plus je tirais des fils, et plus je me disais, ah non, mais ça je sais pas, ça il faut que je le lise. L'antisémitisme aux États-Unis, les années folles, enfin tout, quoi. La publicité, les journaux. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai apprises et que j'espère je vais retenir. Alors donc, on en était à ses parents qui veulent lui imposer un mariage. Elle refuse. Elle a donc 24 ans. Oui. Et là, elle décide de partir pour l'Australie, où elle a un oncle qui vit là-bas. Et d'abord, elle embarque en disant qu'elle a 20 ans, parce qu'effectivement, c'est une grande menteuse, grande brodeuse. Et j'ai retrouvé le passeport, où elle écrit. Oui. Ah ouais. J'ai retrouvé une photocopie du passeport. Helena, alors elle change de prénom. Helena Juliette Rubinstein, née en 1880. À l'époque, l'état civil, bon, c'était un peu farfelu, mais vraiment, quoi, c'est fou. Alors, ce voyage, il est très important, c'est au tout début du livre, et vous dites, c'est un voyage, je vous cite, fondateur. Oui. Il va inscrire en elle le goût de l'aventure, du luxe et de la beauté. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à bord et pendant ces 2 mois ? Eh bien, on va l'imaginer, cette petite Helena Rubinstein. Elle a donc 24 ans, elle est toute petite, elle mesure 1m47, elle est juchée sur des talons très hauts. Elle a dans sa malle 1 ou 2 robes plissées que lui a donné sa mère pour qu'elle soit un peu élégante. Elle a une ombrelle. Donc quand elle traverse tous ces pays chauds, l'Italie, l'Égypte, l'Inde, et qu'elle est sur le pont et qu'elle regarde un petit peu ce qui se passe, elle se protège du soleil parce qu'il faut se protéger la peau du soleil. Ça, c'est règle numéro 1. C'est pas une aventurière. Elle n'a pas de chaperon non plus.
c'est quand même étrange, une jeune femme de 24 ans qui part comme ça à l'aventure et qui traverse la moitié du monde toute seule. Alors, l'immigration à l'époque était monnaie courante, il y avait des flux migratoires vers le Nouveau Monde qui partaient de l'Europe de l'Est, mais une jeune femme comme elle, je trouve que c'est vraiment singulier. Et donc pendant ce voyage, moi je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rencontré des gens, elle a regardé le luxe des paquebots, ça va la marquer toute sa vie, parce que toute sa vie, elle va voyager, elle va adorer ça. Elle va regarder qui sont ces jolies femmes, ces Anglaises, ces femmes de la bourgeoisie qu'elle connaît pas, qu'elle a jamais fréquentées. Elle va se dire peut-être que j'ai envie, moi aussi, d'avoir de l'argent, moi aussi, d'avoir ce luxe et de vivre dans cette beauté. Enfin, et puis elle va regarder les femmes, et les femmes, leur beauté est multiple. Il y a des Italiennes, il y a des Égyptiennes, il y a des Noires, il y a des Indiennes, et elle va se dire, mon Dieu, que ces femmes sont belles parce qu'elles sont toutes très différentes. Et puis, dernière chose, dans sa malle, il n'y a pas seulement des robes, il n'y a pas seulement une ombrelle, il y a 12 petits pots de crème. Et ça, ils vont faire ces petits pots de crème. Parce que, qu'est-ce que c'est sa mère, en Pologne, avait l'habitude d'utiliser des crèmes de beauté fabriquées artisanalement. En l'occurrence, c'était des chimistes, 2 frères hongrois qui les fabriquaient, qui les lui apportaient. C'est ce que dit la légende. Et en tout cas, Madame Rubinstein-Mère enduisait la peau de ses filles, les jeunes visages de ses filles. Elles avaient toute la peau très pâle, très, très belle, de cette crème de beauté pour les protéger du froid et des intempéries en Pologne, parce que le froid était vif, sûrement plus qu'aujourd'hui encore. Et elle glisse dans la valise, dans la malle, les 12 pots de crème. C'est une intuition de mère, et c'est une intuition qui va être très bénéfique à sa fille. Et fondatrice, vraiment, fondatrice. pour le reste de sa vie. Alors, le petit chaperon rouge avait ses petits pots de beurre, elle voilà. avait ses petits pots de crème. La petite Helena et ses petits pots de crème, oui. Alors, elle va s'installer donc chez son oncle au fin fond de l'Australie, pas du tout dans les grandes villes à Melbourne ou Sydney, dans une ville qui s'appelle Coleraine. Son oncle qui est éleveur de moutons, oui. qui tient une petite boutique. Et là, elle va se morfondre pendant combien 3 ans? Ça a été horrible. C'est terrible pour elle. C'est terrible. En fait, c'est une cousine à elle qui l'avait appelée au secours en disant, viens me rejoindre, c'est affreux, mon mari, je divorce, mon mari est alcoolique, il est violent, il me bat, je ne sais pas comment élever mes enfants, je suis toute seule. Bon. Elle y va. En fait, c'est un prétexte. Hein. C'est ses parents qui se débarrassent d'elle, hein, qui l'expédient là-bas. Elle dira plus tard comme un vulgaire paquet. Tout le monde se cotise pour l'envoyer là-bas. Elle y va. Et les oncles, effectivement, ils n'habitent pas du tout dans la Melbourne qu'elle imaginait, qui est une ville magnifique, qui n'a rien à envier à New York, mais dans une espèce de trou perdu. On imaginait comme une ville du Far West, sauf que c'est en Australie. Il y a des fermiers, il y a des éleveurs de moutons, il y a des saloons, il y a des hommes ivres. C'est pas très drôle. Hein. Il y a un autre oncle, l'autre frère, qui essaye de la coincer un peu dans les coins. C'est pas génial. Ils veulent lui apprendre à monter à cheval. Elle déteste ça. Elle déteste le climat. Elle déteste les animaux. Elle a peur de tout. Bon, c'est horrible. C'est absolument horrible. Et ça dure 3 ans à peu près. Ça dure 3 ans. Et en plus, elle vend dans le bazar de son oncle. Alors elle se retrouve dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas et qu'elle déteste, climat qu'elle déteste, alors faire la même chose que ce qu'elle faisait chez son père. Ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui va pouvoir la sauver? Donc elle se creuse la tête. En fait, les fermières qui viennent lui acheter des robes, du calicot, du savon ou de la nourriture pour animaux, elles ont toutes, c'est des Anglaises la plupart, ou des descendantes d'Anglaises, elles ont des peaux fragiles, des peaux de rousse, des peaux fripées par le soleil, par les intempéries. Et elle s'extasie toute sur la peau d'Helena Rubinstein. C'est une très jolie peau, mademoiselle Rubinstein. Et elle sort ses petits pots de crème et elle leur passe sur le visage. Et, c'est formidable, c'est formidable. Et un jour, elle se dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je commercialise cette crème, il faut que je la réinvente et il faut que je la donne à ces femmes et que je leur apprenne ce que c'est que la beauté, quoi. Voilà. Sauf qu'elle ne va pas réussir évidemment cette petite boutique au fin fond de l'Australie et elle se dit, bon, il faut que je la fabrique cette crème parce qu'elle n'a que 12 pots. Donc ouais. Le temps que sa mère lui expédie, c'est un peu long. Donc elle se fait embaucher chez un pharmacien à quelques kilomètres de là pour essayer de travailler un peu sur sa formule. Bon, c'est pas très concluant. Oui, voilà, elle s'en va, elle essaie de travailler sur la formule, c'est pas très concluant. Mais quand même, elle apprend ce que c'est que les onguents, elle apprend ce que c'est. Elle travaille de façon très empirique et puis elle gagne un peu sa vie comme ça. Mais bon, c'est pas suffisant. Faut qu'elle fasse autre chose. Elle vise Melbourne, hein, de toute façon. Elle va mettre 6 ans à y arriver, hein, et le chemin va être très long. Donc après, bon, elle va se faire embaucher comme nanny chez le gouverneur de Brisbane. Là, elle va
là aussi, fréquenter la haute société, regarder les femmes, regarder leurs toilettes, s'inspirer un peu de leur manière, apprendre à se tenir à table. Enfin, c'est une autodidacte, Helena Rubinstein. Hein, donc, elle apprend, elle absorbe, c'est une éponge. Et elle va faire ça toute sa vie. Et puis, elle herborise, elle apprend, elle lit des traités scientifiques. Et puis, elle essaye toujours de recréer cette crème. Elle demande à sa mère de lui envoyer la recette, elle lui envoie, mais c'est compliqué parce qu'elle n'a pas tous les ingrédients. Alors là, il va se passer quelque chose de très important. Elle part pour Brisbane et puis Melbourne. Melbourne, où là, elle n'a pas d'argent, hein, donc elle cumule des petits boulots, et notamment des boulots de serveuse. Oui. Elle a 2 boulots de serveuse dans 2 établissements qui, par chance, parce qu'a priori, elle ne l'a pas recherché au départ, sont 2 établissements où finalement des gens très importants sont dans ces établissements. Et elle va rencontrer 4 personnes, 4 hommes qui vont changer un peu sa vie quand même. Et ça, elle ne le raconte pas du tout. Hein. Ça c'est complètement gommé de son autobiographie. Bon, elle est arrivée comme ça, par enchantement, tout s'est merveilleusement passé, pas du tout. Et ces 4 hommes, moi je les ai rencontrés au détour d'un article de journal, où des années après, l'un d'eux, qui était le survivant de la bande, raconte comment ils avaient l'habitude de venir s'attabler dans un des 2 salons de thé où elle servait, et où son entrain, sa faconde les ont séduits. C'était pas une femme à homme, Helena Rubinstein. Peut-être qu'elle a eu parmi ces 4 messieurs un amant comme ça, mais c'était pas tout à fait son but. Elle voulait vraiment réussir, c'était ça qui l'obsédait. Mais ils vont l'aider chacun à leur façon. Il y en a un qui va lui créer les logos de sa petite marque, de ses petits pots de beauté. L'autre va lui expliquer que sans marketing, sans publicité, on n'y arrivera pas. Le troisième va faire des prospectus qu'il va distribuer un peu partout pour expliquer qu'il y a une nouvelle marque de produits de beauté qui existe. Et le quatrième va lui ouvrir les portes de son laboratoire, il est pharmacien, et il va lui permettre de finaliser la fabrication de sa crème. Et du coup, elle peut commencer à aller la vendre, à aller la placer. Alors, elle fait du porte-à-porte, les officines, les marchés, les tréteaux. Bon, après, elle va quand même consentir à dire à son secrétaire précisément qu'elle a eu une vie de chien et que pour rien au monde, elle aurait aimé recommencer. Elle est pauvre, hein, et là, vraiment, elle en bave. Et on peut aussi expliquer... par cette espèce d'envie de réussir, qu'elle a eu cette rage par ses premières années qui sont fondatrices. Elle a quand même 30 ans hein, quand elle ouvre son premier salon de beauté. C'est pas jeune, surtout pour l'époque. Elle en a vraiment bavé avant. Alors c'est une redoutable femme d'affaires, on l'a dit, et donc cette crème, les pots sont créés, la marque, l'étiquette, et vous dites à un moment, la crème ne revient pas cher, à peine 10 pence le pot. Et Thomson, donc, qui est l'un des 4 hommes qui se mêle aussi des comptes, pense qu'il faut la vendre 2 shillings et 3 pence. Les femmes n'achèteront pas un produit si bon marché, c'est ce que déclare Helena Rubinstein. Pour améliorer leur apparence, elles voudront avoir l'impression de s'offrir quelque chose d'exceptionnel. Il faut le leur proposer, dit-elle, à 7 shillings et 7 pence. Elle a bien compris la psychologie de ses futures clientes. Aucune ne tiquera jamais sur l'étiquette. Toutes savent que la beauté a un prix. Oui, la beauté a un prix, et la beauté, c'est du rêve. Ouais. Et c'est vraiment... parce qu'on le mérite, parce que imaginez qu'on achète un produit de beauté un peu cher, il va avoir des vertus, il va forcément, parce qu'on y met le prix, vous faire du bien. Et elle a tout de suite compris ça, très très vite. Parce qu'elle fait 7 shillings quand même de marge à chaque fois. Oui. Donc ça marche assez vite. Ça marche très vite. Et elle donc fait pas elle fabrique que ça. sa crème, en même temps elle est serveuse, enfin c'est une vie quand même un peu dingue. Et donc elle ouvre son premier salon. Alors racontez-nous cette période, parce que là le succès ça part d'un seul coup. Alors elle loue 3 petites pièces, elle habite là, parce qu'elle va toujours très, très souvent, chaque fois qu'elle va ouvrir un salon de beauté dans le monde, elle va toujours habiter au-dessus du magasin, c'est plus pratique. Donc c'est ce qu'elle fait aussi. Et puis elle fait tout elle-même. Elle fait les rideaux, elle taille les rideaux dans une de ses robes, elle peint elle-même les petits meubles de Rotin, et ça c'est une innovation parce que on a l'habitude des meubles un peu victoriens de l'époque. Elle peint elle-même, l'enseigne à la main, Madame Helena Rubinstein. Elle la cloue elle-même, elle fait tout elle-même. Elle met les pots, elle package les pots, elle met la crème dans les pots. Elle fait absolument tout. Et elle commence à vendre, et les femmes commencent à être attirées par cette femme. C'est pas le premier salon de beauté à Melbourne, hein, il y en a d'autres, hein, mais c'est un salon d'un nouveau genre, c'est un salon féminin, c'est un salon où les femmes se sentent bien. Et très vite, elle comprend 2 choses. Elle comprend que pour attirer les femmes, il faut de la publicité et il faut des journalistes. Les journalistes, la première qui arrive, c'est une journaliste de Sydney qui arrive, qui est attirée un peu par le buzz.
ce qu'on dit à l'époque le bouche à oreille, et qui découvre une femme absolument incroyable, une petite bonne femme, qui parle avec un anglais matiné, de polonais, de yiddish, d'allemand, avec un accent à couper au couteau qu'elle va garder toute sa vie, et qui explique à ses clientes comment soigner sa peau, parce que la crème Valas qu'elle leur propose, c'est pas seulement une crème, c'est aussi... Et le système... Helena Rubinstein, c'est pas juste acheter un produit, c'est la gymnastique faciale de la peau, c'est comment la mettre, etc. Et toute sa vie, elle va parfaire cette connaissance et ce système en allant voir tout ce qui se fait ailleurs. Donc la journaliste enthousiaste écrit un article et ça la lance. Donc elle comprend très bien que c'est la presse qui va faire son succès. Deuxième raison de son succès, la publicité. Et là, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, tout de suite, elle commence à faire des réclames. Elle en fait partout, dans tous les journaux, à travers toute l'Australie. C'est rien, hein, c'est 4 lignes, 5 lignes, hein, mais c'est Madame Helena Rubinstein avec sa crème Valas. Et puis, à la fin de la petite publicité, du petit encart, écrivez pour réclamer le petit livre de beauté où Madame Rubinstein va vous expliquer comment soigner sa peau. Donc les clientes écrivent, elles envoient de l'argent, elles envoient des chèques, expliquez-nous, j'ai la peau sèche, j'ai la peau grasse. Alors j'ai retrouvé des articles avec les extraits des lettres où les clientes écrivent et les futures clientes écrivent. Sauf que c'est bien beau d'envoyer des lettres et de recevoir des chèques, mais elle est en rupture de stock tout de suite. Alors comment elle fait ? Elle ne sait pas très bien, donc elle les fait patienter. Elle propose aux clientes de rembourser, mais beaucoup disent non, on préfère attendre. Alors elle a une idée, elle fait venir un des deux chimistes, un des deux frères Likufsky qui a fait la crème. Elle le fait venir, elle paye le billet, elle le fait venir à Melbourne. Et lui, il va l'aider non seulement, alors avec lui, elle va breveter sa crème. Et puis elle va en faire d'autres, elle va en faire quelques autres. Elle va commencer une petite ligne de produits de beauté et qu'elle va très bien vendre parce qu'au fond, les femmes sont très friandes de ça et parce qu'elles tombent très bien aussi. Ah, elle tombe très bien, justement, parce qu'il y a un sens du timing dans la carrière de Helena Rubinstein qui est incroyable, parce qu'on est en 1902 en Australie. Ouais. Les femmes ont le droit de vote, c'est quand même 40 ans avant la France, c'est énorme. C'est l'année où les Australiennes, c'est les premières du monde, juste après les Néo-Zélandaises, à obtenir le droit de vote. Et moi, ça m'a vraiment intéressée, parce que c'est pas anodin. C'est-à-dire que je pense que dans toute part de réussite, et dans une réussite comme la sienne, il doit y avoir de la chance, en tout cas un bon timing, être au bon moment, au bon endroit. Et elle l'est. Elle arrive dans un pays moderne, dans un pays où les gens sont des pionniers, où les femmes sont des pionnières, pas seulement des fermières dans les grandes étendues australiennes, mais aussi importantes que les hommes. Voilà, aussi importantes que les hommes. Et dans les villes, il y a toujours ces femmes qui sont modistes, qui sont demoiselles du téléphone, qui sont infirmières, qui sont indépendantes financièrement, et qui, une fois qu'elles ont payé tout le nécessaire, leur loyer, leur nourriture, elles ont toujours ce petit supplément pour acheter d'argent pour acheter un colis fiché. Ça peut être une paire de bas, ça peut être un petit foulard, c'est aussi une crème de beauté qu'elle leur vend cher d'ailleurs. Et donc, toute sa vie, elle va tabler à la fois sur cette clientèle-là, la middle class, les femmes non actives ou les femmes mariées qui ont un mari qui a un peu d'argent, et aussi les femmes de l'aristocratie qu'elle veut absolument imiter, les femmes de la gentry, les grandes bourgeoises. Et ça va être ces deux clientèles. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que toute sa vie, elle n'est pas féministe, pas du tout, mais toute sa vie, son ascension, et en tout cas les débuts de son ascension vont accompagner l'émancipation des femmes. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas que dans l'émancipation des femmes au XXe siècle, c'est évidemment les droits politiques, les droits civiques, le droit de vote, c'est évidemment l'autonomie financière, c'est évidemment la liberté de son corps, la contraception, mais c'est aussi la beauté et la mode. Et de la même façon que des gens comme Poiret, comme Vionnet, comme Chanel vont libérer la femme et de leur corset et leur proposer une silhouette élancée, fluide, qui va leur permettre de conduire, de nager, de danser, de s'émanciper par le corps, elle va leur proposer de s'émanciper par la beauté. D'abord, elle disait que la beauté, c'était le pouvoir, que c'était un nouveau pouvoir, vous l'avez souligné. Quand elle arrive en Angleterre, elle sort le maquillage et les produits de maquillage des théâtres et des maisons closes où il était jusque-là confiné à cause de l'ère victorienne. Et en Angleterre, quand elle arrive, c'est fini. La reine Victoria, les Anglaises sont moins prudes et commencent à vouloir un peu s'émanciper. Donc elle crée ses premières lignes de maquillage. Elle maquille la femme du Premier ministre, Margot Asquith. Et c'est très intéressant cette idée de l'émancipation par le maquillage, parce que
On a l'habitude de dire, au fond, de façon assez commune, finalement, le maquillage, femme-objet, asservissement de la femme, etc. Pas du tout. Et on le sait très bien, et on le sait dans tous les pays, on le sait à toutes les époques, le maquillage, c'est extrêmement important pour les femmes. Et c'est aussi une arme d'émancipation et de rébellion, en tout cas. Aux États-Unis, en 1912, 2 ans avant qu'elle arrive, manifestation de suffragettes dans les rues de New York. Elles sont 20 000 à réclamer le droit de vote. Elles sont toutes habillées en blanc et elles arborent toutes un rouge à lèvres éclatant. Ce qui ne se fait pas, ce qui est vraiment un acte de rébellion pour marquer que là aussi, elles prennent le pouvoir, et c'est totalement tabou à l'époque. Et elle va être une de celles, c'est pas la seule, mais elle va être une de celles qui va contribuer à sortir le maquillage et à le détabouiser. Vous dites dans le sous-titre du livre que c'est la femme qui inventa la beauté, mais elle l'a finalement réinventée, et puis elle a surtout démocratisé. Oui, en fait c'est ça. La beauté, ça ne s'invente pas, la beauté, ça a toujours existé, et les produits de beauté aussi depuis l'Antiquité, ça évidemment qu'elle ne l'invente pas. Mais elle va profiter à la fois de la démocratisation, de la beauté. Elle n'est pas la seule, encore une fois. Et puis du grand boom de l'industrie. Elle crée sa première usine en 1911 à Saint-Cloud, près de Paris. Et quand elle arrive aux États-Unis, dans les années 15, pendant la guerre, et qu'elle commence à s'implanter non seulement par des salons de beauté, mais dans les grands magasins, elle crée tout de suite une usine à Long Island, et elle profite du boom après-guerre de la société de consommation. C'est-à-dire que les Américains, comme les Français d'ailleurs, mais beaucoup les Américains sont friands de tout, ils achètent tout, on achète tout, la publicité, les marques, etc. Et la beauté fait partie de cet appétit de consommation, et elle en profite et elle surfe sur la vague. Alors, elle a compris beaucoup de choses dans la beauté, et ce que l'on voit encore aujourd'hui, c'est qu'elle a très vite eu l'intuition que la science doit se mettre au service de la beauté. Ça, pour elle, ça a été une évidence. Oui, et c'est sa marque de fabrique, et ça continue encore aujourd'hui au XXIe siècle avec la marque Rubinstein. Alors, toutes les marques même, quasiment. Toutes les marques, oui, tout à fait, bien sûr. En fait, c'est une scientifique rentrée. Elle aurait adoré faire des études de médecine. Elle les a pas faites. Elle raconte que si. Elle raconte qu'elle a passé son bac et qu'elle est allée à l'université à Cracovie et qu'elle a été obligée d'abandonner la médecine parce qu'elle ne supportait pas la vue du sang. Encore un mensonge. Mais peu importe, la vérité c'est qu'elle aurait vraiment toujours aimé être médecin, et dès qu'elle gagne de l'argent en Australie, elle repart. Elle repart en Europe, elle repart voir ses parents, ça se passe pas très bien. Elle récupère une cousine et une sœur au passage pour les faire travailler avec elle en Australie, parce que elle va faire tout ça toute sa vie. Toutes ses sœurs, elle va les placer, la plupart de ses sœurs, dans ses salons de beauté. 6 sœurs, ouais. Et des cousines et des nièces, enfin. Il va y avoir une vraie famille qui va travailler autour d'elle. Mais surtout, elle part en Europe parce qu'elle veut visiter les spas qui sont à la mode, les endroits où on prend les bains, enfin tout ce qui est vraiment à la mode au début du XXe siècle. Elle veut voir les progrès, ce qu'on fait là-bas, la gymnastique, le sport, les massages, l'hydrothérapie, les massages électriques. Elle va rencontrer des médecins, des chimistes, des dermatologues, des premiers, la toute balbutiante science, médecine esthétique, médecine maxillofaciale qui va commencer vraiment après la guerre avec la gueule cassée, mais elle rencontre une des premières chirurgiennes, elle la rencontrera plus tard, Suzanne Noël, qui est une chirurgienne esthétique maxillofaciale et qui va vraiment connaître son heure de gloire après la Première Guerre mondiale. Et elle vérifie les intuitions qu'elle a qui sont très fortes. C'est la première à classifier la peau sèche, peau grasse, peau normale. Aujourd'hui, ça vient d'elle, quoi. C'est grâce à elle. Ça vient d'elle. Du coup, elle va commencer à faire des produits de beauté pour chacune des catégories de peau. Et quand elle revient en Australie, elle a 4 malles chargées. Bon, d'abord des robes qu'elle s'est fait faire à Paris, parce que c'est une grande coquette et c'est le début d'une grande collection de robes chez les grands couturiers, tous les plus grands couturiers, d'objets, parce qu'elle va collectionner beaucoup les objets, et puis aussi de tout ce qui va faire que dans son salon de beauté, on va effectivement acquérir les nouvelles techniques qui viennent d'Europe. Elle gagne très vite de l'argent en quelques mois. Très vite. Vraiment, le succès vient tout de suite. Le succès vient tout de suite et ça marche très bien, ça marche très fort. Au point qu'elle décide que l'Australie ne lui suffit pas. Elle a Melbourne, elle ouvre Sydney, elle va ouvrir Wellington en Nouvelle-Zélande. Non, mais c'est l'Europe qu'il lui faut conquérir. Et là, il faut qu'elle parte absolument en Angleterre. Alors, elle va partir, mais elle va partir avec un homme, enfin qui va la rejoindre plus tard, qui s'appelle Edward Titus, qui est son premier homme de sa vie, mais qui vraiment va jouer aussi un rôle important, parce qu'il va l'introduire dans tous les milieux artistiques. Oui, alors voilà, quand même, il fallait bien que l'amour soit au rendez-vous, même si elle ne voulait pas se marier. D'ailleurs, elle ne veut pas se marier, parce qu'elle le rencontre
Elle le rencontre en Australie. C'est un journaliste d'origine juive polonaise, naturalisé américain. Il est parti très tôt en Amérique, mais c'est aussi un lettré, il parle 6 langues, il est bibliophile, il va être éditeur plus tard, il est poète, il est écrivain, il est journaliste. Il la pygmalinise, elle l'embauche pour écrire ses réclames. Il l'emmène un peu partout découvrir la vie culturelle de Melbourne qu'elle ne connaissait pas, parce que les Australiens sont friands de théâtre et toutes les plus grandes troupes d'Europe s'arrêtent toujours en Australie. Et puis il lui demande de l'épouser. Et elle est amoureuse de lui, mais elle ne veut pas. Alors elle se dit que ce n'est pas ça sa vie. Et elle s'en va, elle fuit. Elle dit c'est trop tôt, je ne peux pas. Elle part à Londres. Elle part à Londres pour créer un nouveau salon de beauté. Et effectivement, il la rejoint. Ils vont finir par se marier. Et véritablement, il lui façonne son image. Il va l'appeler Madame. Il lui dit, c'est vraiment le surnom qui va lui rester d'ailleurs. Tout le monde l'appellera Madame, y compris sa famille, ses sœurs. Lui, il l'appelle Petite Madame, parce que c'est affectueux. Et il va écrire ses publicités. Il va vraiment façonner son image. Et puis, c'est vrai, il va l'introduire aussi dans le milieu artistique. Et c'est grâce à lui qu'elle va commencer à devenir la collectionneuse absolument immense qu'elle est devenue. Il lui présente un de ses amis qui s'appelle Jacob Epstein et qui est peintre et sculpteur et qui collectionne, c'est un des premiers, l'art primitif. Et quand elle est à Londres, elle va souvent à Paris parce qu'elle veut aussi s'installer à Paris. Chaque fois qu'elle va à Paris, Epstein lui donne de l'argent et lui dit, voilà, il faut que vous achetiez telle et telle statue baoulée, telle et telle statue du Cameroun, du Mali, pour moi, à Drouot. Et quand les enchères dépassent les possibilités d'Epstein, c'est Helena Rubinstein qui achète. Et au point que sa collection va être une des plus importantes du monde et que même encore aujourd'hui, les marchands d'art, les collectionneurs disent que son nom a été aussi connu dans le milieu de l'art et particulièrement de l'art primitif que dans le milieu de la beauté. Et elle va rencontrer aussi tous les grands peintres de l'époque. Et elle rencontre tous les grands peintres de l'époque. Après Londres, c'est Paris. Paris, où elle rencontre Missia Sert, qui est une autre polonaise célèbre et qui a un salon très connu, qui est l'égérie de très très nombreux artistes et peintres, qui lui présente un peu tous les gens connus de l'époque, qui l'aide à former sa clientèle, qui lui explique que qu'une femme, pour se faire connaître, doit se faire peindre. Donc elle va commencer à se faire peindre. Le premier, c'est Helleu, qui peint toute la bourgeoisie. Mais il y aura ensuite Marie Laurencin, il y aura Dufy, il y aura Bérard, il y aura Dali, il y aura Picasso, qui ne veut pas la peindre dans les années 50, mais qui fait 40 croquis d'elle, mais il refuse de la peindre. Et puis elle achète, elle va acheter tout au long de sa vie, elle adore acheter, elle achète énormément. Quelqu'un a dit d'elle, en voyant ses collections, qu'elle avait réuni le plus grand nombre d'œuvres mineures des artistes majeurs de son époque. Mais elle a énormément acheté. Alors elle disait, bon d'accord, j'achète beaucoup, j'ai pas forcément la qualité, mais j'ai la quantité. Et puis, sur tout ce qu'elle a acheté, il y a des erreurs, c'est vrai, parce qu'elle forme son goût petit à petit, mais elle a des pygmalions, des mentors, elle a des peintres, elle a des sculpteurs qui veulent bien acheter avec elle et qui lui expliquent ce qu'il faut qu'elle achète. Et puis elle a l'œil, et puis elle a l'argent. Et puis elle aide tous ces peintres et tous ces gens qui viennent chez elle. Chagall est reçu chez elle, Matisse, enfin, elle achète, elle va dans le Montparnasse des années 20, elle va acheter des Modigliani, elle rentre dans les ateliers des artistes et puis elle marchande, parce qu'elle marchande beaucoup, et elle achète. Elle achète beaucoup. Et puis grâce, j'allais dire, plutôt à cause de son mari, elle va quand même se faire aussi une belle collection de bijoux. Ça, alors, c'est pour l'anecdote. Ça, c'est une histoire formidable, parce que elle est folle amoureuse de son mari, c'est un bel homme, c'est un couple... qui n'aurait pu être un formidable couple. Ils ont 2 enfants. Elle les a eu tard d'ailleurs, les enfants. Roy, né en 1909, et Horace en 1912. Elle avait 36 ans et 39 ans. Mais il a un petit défaut, son mari. C'est pas tout à fait l'homme parfait parce que c'est un homme à femme. Il adore les femmes. Et il la trompe, et il la trompe, et il la trompe. Et chaque fois qu'il la trompe, ils se disputent. Et chaque fois qu'ils se disputent, elle s'offre un bijou. Et à la fin de sa vie, elle a une collection de bijoux absolument inestimable. Et voilà. Mais donc ils vont avoir un mariage qui va durer 30 ans, avec des hauts et des bas. C'est toujours avec eux, ni avec toi, ni sans toi. Voilà. Et elle regrette d'ailleurs. Elle le regrette. Elle dit à la fin de sa vie que peut-être elle n'aurait pas dû se montrer si jalouse. Peut-être qu'elle aurait dû fermer les yeux, mais elle peut pas. Dès qu'elle soupçonne, elle le fait même suivre à un moment donné par un détective privé. Elle veut absolument savoir. Et alors, comme c'est elle qui a l'argent, c'est un peu compliqué sa position à lui, parce que elle lui coupe les vivres, ou elle le menace de divorcer, ou ils se séparent. Bon, c'est un jeu qui va durer 30 ans, jusqu'en 38, où ils vont divorcer finalement, qui est un peu fatigant.
Alors, finalement, les hommes ne l'ont pas trop réussi dans sa vie en général, quand même. C'est ses fils, son père, ses maris. Ça n'a pas été. Elle n'a pas une vie privée géniale, c'est vrai. C'est vrai. Bon, alors, c'est vrai que moi, j'ai intitulé un des chapitres Le deuil éclatant du bonheur. J'ai paraphrasé Madame de Staël qui disait que la gloire est le deuil éclatant du bonheur. C'est vrai que. Elle n'a pas tout réussi, mais est-ce qu'on peut tout réussir? Est-ce qu'on peut être une femme avec autant d'envergure, qui a vraiment créé un empire de la beauté, qui vraiment vivait que pour ses affaires, par ses affaires, qui était obsédée que par ça, et puis être heureuse en amour? En tout cas, elle n'a pas été avec son premier mari. Elle ne s'est pas vraiment occupée de ses fils, qui en ont beaucoup pâti, beaucoup souffert. Elle s'est remariée en 1938 avec un homme, un prince russe. Elle est devenue princesse. Elle adorait qu'on appelle princesse. Il avait 23 ans de moins qu'elle, cougar avant l'âge. Ça, c'est vraiment aussi formidable. Alors, elle ne voulait pas se marier, elle ne voulait pas se remarier. Elle disait, bon, j'ai presque 60 ans, à quoi un mari me servirait-il? Quelqu'un de son entourage lui a dit, au moins appeler un taxi quand il pleut. Bon, ça, c'était pour l'anecdote. Mais en réalité, elle est très séduite par le prince Archil Gourieli. C'est un immigré russe, un prince géorgien. Il n'a pas le sou, il est arrivé en France. Il n'a pas été chauffeur de taxi comme ses compatriotes. Lui, il donne des leçons de bridge. Il est partenaire des femmes ou des hommes riches qui veulent jouer au bridge. Elle le rencontre à Paris, chez la princesse de Polignac, la fille de Jeanne Lanvin, pardon. Elle est séduite par lui, ils se revoient, il lui fait la cour, elle l'épouse. Ça va être un mariage très charmant. Archil est un homme très, très gentil, très drôle, très souriant. Les gens qui l'ont connu se souviennent de quelqu'un de très gai, qui faisait rire tout le monde, qui savait la détendre parce qu'elle était très préoccupée par ses affaires. Et grâce à lui, elle va créer, dans les années 40, à New York, aux États-Unis, une ligne de beauté pour hommes. Elle est précurseur. La ligne Gourieli, elle va créer un salon de beauté ensuite après-guerre, parce qu'elle veut qu'Archil travaille. Mais Archil, il veut absolument pas mettre son nom et ses armoiries de prince géorgien dans des produits de beauté. Il trouve que ça, vraiment, c'est déchoir. Et puis, il n'a pas vraiment envie de travailler parce qu'il a finalement une belle vie. Il joue au bridge, il voit ses amis, ils sortent tous les soirs. Il a un carnet mondain de jet-setter absolument formidable. Il adore aller à Hollywood, rencontrer les actrices. Donc, non, Archil ne veut pas travailler. D'ailleurs, elle n'a plus trop la force de s'occuper de ce salon de beauté pour hommes. Mais les salons de beauté pour hommes ne vont pas trop marcher. Non, mais vraiment, elle était précurseur parce qu'elle a vraiment fait une ligne formidable avec un packaging masculin, gris. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait, mais elle l'a fait vraiment avant tous les autres. Mais ça a marché un temps parce qu'il y a des grands acteurs qui le fréquentaient, notamment Tony Curtis qui fréquentait. Tony Curtis et Yul Brynner qui fréquentaient ces salons. Oui. Et puis elle a créé beaucoup de choses, elle est à l'origine de beaucoup de produits, le mascara waterproof, je crois que c'est elle. Mascara c'est elle, oui. Les écoles d'esthétisme aussi quelque part, finalement. Quand elle arrive aux États-Unis, des chaînes de supermarchés veulent effectivement commercialiser ses produits, mais elle met une condition quand même très importante. Pas supermarché, attention. Hein. Supermarché, elle ne veut pas. C'est important parce que ça va être la cause de sa dispute avec les Lehman Brothers ensuite. Ouais. Elle veut bien vendre ses produits de beauté en dehors de ses salons de beauté, parce qu'elle se rend compte que l'Amérique, finalement, est un marché immense. Les directeurs de grands magasins comme Saks, comme les grands magasins prestigieux le lui demandent. Elle hésite, et puis elle y va. Mais elle met une condition. OK, vous vendez mes produits de beauté, mais vous avez un corner avec mes produits, mon packaging, tout ce qui est logo de la marque, etc. Et surtout, on forme les démonstratrices. Alors, on les forme de deux façons. On va les envoyer dans une école d'esthéticienne que je vais créer à New York, qu'elle crée, qu'elle fait payer d'ailleurs. C'est les directeurs des salons de beauté qui payent pour leurs démonstratrices. Elle leur apprend les rudiments du métier d'esthéticienne qui existaient, mais elle les codifie en tout cas. Et elle fait un tour des États-Unis vraiment important avec une de ses sœurs, Monka, qu'elle a fait venir pour expliquer aux démonstratrices comment on utilise les produits Rubinstein. Toujours ce souci de la gymnastique faciale, de l'application des produits, du nettoyage de la peau et de l'hydratation, parce que pour elle, c'est vraiment le secret. Et puis, le soir, elle fait des conférences aux futures clientes ou aux clientes potentielles de la marque pour leur expliquer ces produits de beauté. C'est des conférences qui sont très courues parce qu'on vient voir la très riche Madame Rubinstein avec sa sœur. Alors, elles sont habillées à la mode de Paris, puis elles racontent, elles expliquent. Et pour des femmes qui souvent vivent dans des conditions rudes, au fin fond des États-Unis, qui connaissent que le savon et l'eau, c'est important d'apprendre, encore une fois, à prendre soin d'elle. Ensuite, elle ne va pas continuer longtemps à faire le tour des États-Unis. C'est sa sœur puis sa nièce qui vont lui succéder. Mais ça fait vraiment partie du marketing aussi, porter la bonne parole de la beauté dans les terres les plus reculées, dans les plus petits villages, dans les plus petits bourgs des États-Unis.
Il faut parler de cet épisode, vous avez dit quelques mots de Lehman Brothers, on se souvient de cette grande banque américaine en 2007 qui a un peu déclenché la crise, qui s'est jouée du monde de la finance. Alors elle s'est jouée des Lehman Brothers, c'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est une histoire un épisode aussi fantastique. C'est une histoire géniale, Alors, on est en 28, les Lehman Brothers qui investissent un peu dans plein d'affaires aux États-Unis décident de la racheter, de racheter son affaire américaine. Bon, ils connaissent rien à la mode et à la beauté, mais on leur a dit que c'était une formidable affaire. Et ils se renseignent, ils se rendent compte que oui, effectivement, ça vaut beaucoup d'argent. Et ils lui proposent 7 millions de dollars de l'époque, ce qui n'est pas rien, pour la racheter. Alors, elle accepte. Elle dira ensuite que c'est parce qu'elle voulait rejoindre son mari en Europe. Elle vit entre la France et les États-Unis. C'est dur à croire d'ailleurs qu'elle puisse lâcher son empire comme ça. C'est bizarre. Hein, ouais, en tout cas, elle lâche pas tout son empire. Elle lâche les États-Unis, elle garde les usines, elle garde l'image, elle garde l'Australie et toute l'Europe. Et c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bon. Mais tout de suite, elle déchante, parce que ces petits hommes gris qui connaissent très bien, qui sont les rois de la finance, connaissent rien à la beauté. Et effectivement, ils l'introduisent en bourse, mais surtout, ils dévalorisent sa marque en la vendant dans les supermarchés, précisément. Et ça, elle n'en a pas du tout envie. Alors, déjà, les salons de beauté protestent, les clientes protestent, les directeurs des grands magasins lui écrivent en disant « Madame Rubenstein, c'est pas possible, on ne peut pas vendre vos produits alors que vous nous avez bien précisé qu'il fallait faire très attention alors qu'on les retrouve au supermarché du coin ou chez le pharmacien du coin. Nous, on arrête, c'est pas possible. » Donc tout le monde commence à se plaindre, les clientes aussi. Elle ne sait pas très bien comment faire, il faut racheter sa marque, comment y aller. Donc elle fait un peu du porte-à-porte, elle se renseigne, qui a acheté mes produits, qui a acheté les actions. Il se trouve que c'est beaucoup de femmes qui jouaient aussi en bourse, comme les hommes. La bulle spéculative, ce n'était pas seulement les hommes, c'était toute l'Amérique qui s'amusait à ça. Et puis, elle a de la chance, enfin, c'est la seule qui a de la chance dans ce grand malheur qui est la crise de 29, qui va frapper beaucoup de monde. C'est que l'action brusquement dévisse, de 70 $, elle passe à 20 $. Et du coup, avec l'argent des Lehman Brothers, elle peut les racheter. Et elle ne manque pas de les faire. Elle avait déjà fait un petit tour pour demander aux femmes de les lui vendre, en expliquant qu'il n'y a qu'une femme qui a créé des produits pour les femmes qui peut être à la tête d'une entreprise pour les femmes. Et donc, elle rachète l'entreprise, enfin, elle rachète les actions. Elle se retrouve à la tête de son entreprise. Elle a empoché 5 ou 6 millions de dollars dans l'affaire. Les Lehman Brothers sont furieux. Il dit qu'elle est financièrement illettrée, ce qui est absolument faux parce que c'est un génie en fait des affaires. Et voilà. Et voilà comment elle s'est jouée elle-même des Lehman Brothers. Alors ce XXe siècle, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est un siècle évidemment très important qui est chargé de tragédies. Et ce qui se passe dans le monde, bon, elle va s'en préoccuper au départ assez peu, parce qu'elle est un peu omnibulée par sa réussite. Mais quand même, la Seconde Guerre mondiale, là, elle va être frappée de plein fouet. Elle va subir un peu ce qui est l'antisémitisme. Elle est rattrapée par beaucoup de choses. D'abord, elle est rattrapée. Elle a changé de prénom, Helena Rubinstein. Elle s'appelait Raja, elle s'appelle Helena. Elle n'a jamais changé de nom, contrairement à beaucoup d'immigrants juifs aux États-Unis qui, ne serait-ce que dans le domaine de la beauté, les Revlon qui s'appelait Revson, ou Estée Lauder qui s'appelait Esther Lauder. Donc elle ne veut pas. Bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'antisémitisme. C'est même pas caché, c'est évident. Il y a des clubs qui sont interdits aux Juifs. Enfin, on fait beaucoup de ségrégation. Et quand en 1941, elle part de France pour se réfugier aux États-Unis et qu'elle veut louer un appartement dans un immeuble, un triplex sur Park Avenue, l'agent immobilier la rappelle en disant « Madame Rubinstein, je suis vraiment désolée, mais on ne peut pas vous le louer parce que les copropriétaires se sont réunis. Aux États-Unis, vous savez, c'est très compliqué toujours. Il faut qu'il y ait cooptation des locataires ou des propriétaires. Ils ne veulent pas de juifs dans l'immeuble. » Et Helena Rubinstein dit « Très bien, faites une offre, j'achète l'immeuble. » Et elle achète l'immeuble. Donc ça fait partie de sa légende, mais c'est la vérité. Plus grave que ça, effectivement, une de ses sœurs, Regina et son mari Moïse, les parents de ses neveux et nièces, Oscar et Mala, qui vont beaucoup l'aider dans l'entreprise, sont déportés et meurent à Auschwitz. Il y a beaucoup de membres de sa famille en Pologne qui sont tués par les Allemands. Ses parents étaient morts un peu avant. Et elle va essayer de sauver des juifs polonais et des juifs de sa famille en les faisant venir aux États-Unis. C'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même des quotas d'immigration très, très sérieux menés par les Américains. Après-guerre, en tout cas, elle aide beaucoup de gens de sa famille. Moi, j'ai rencontré une de ses cousines qui a 85 ans aujourd'hui, qu'elle a fait venir après la guerre. Elle et sa mère étaient survivantes de la Shoah. Elle avait 16 ans.
Et elle leur a trouvé un logement, elle les a fait travailler dans l'entreprise, elles ont travaillé toute leur vie dans l'entreprise, et elles n'ont pas été les seules. Elle a aidé beaucoup, beaucoup de monde. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle n'était pas féministe, en tout cas elle l'était peut-être, mais sans le savoir. Est-ce qu'elle a dû, pendant toute sa carrière, adopter des comportements masculins pour réussir cette vie d'entrepreneur ? Moi, je pense qu'elle était obligée d'avoir des comportements masculins, évidemment. D'abord, elle avait un caractère assez fort, assez autoritaire. C'était vraiment c'était un chef, vraiment un tyran, mais un chef au sens masculin de l'époque. Elle passait rien, elle était exigeante, c'était vraiment un chef d'entreprise. Alors, au physique, elle le dit d'ailleurs dans un de ses de papiers que j'ai retrouvés. Elle adorait les bijoux, donc pas seulement parce qu'elle les achetait, parce que son mari l'a trompée, mais parce qu'elle les adorait. Et elle portait des très gros bijoux, elle mélangeait les vrais et les faux, toujours. Elle avait beaucoup de style dans ce qu'elle portait. Et elle écrivait que porter des bijoux comme ça, des gros bijoux pour une toute petite femme comme elle, c'était aussi s'affirmer en tant que femme dans un monde d'hommes, et que c'était important de se montrer. Mais effectivement, elle était obligée d'être très dure, très, 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 très exigeante, très sévère. Et pourtant, elle irradiait une vraie féminité puisqu'elle adorait s'habiller. Elle s'est habillée chez les plus grands couturiers de l'époque, les Poiret, les Chanel, les Schiaparelli, les Balenciaga, jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, puisque son dernier chouchou a été Saint-Laurent. Elle avait 90 ans, elle était au premier défilé de Saint-Laurent en 62. Et Pierre Berger en garde un souvenir encore ébloui, puisqu'il m'a montré les premiers livres de contes, les premières commandes d'Yves Saint-Laurent, où Madame Rubinstein, parmi les premières, a commandé des tuniques brodées et un manteau. Et d'ailleurs, elle a été enterrée dans une tunique Saint-Laurent. C'est une carrière assez unique, en fait. Il y a assez peu de femmes, j'allais dire même d'hommes, qui ont une carrière aussi incroyable qu'elle, 19e, 20e. Ouais, c'est une self-made man, comme il y a des une self-made woman, pardon, comme il y a des self-made men. Chanel, on peut dire que Chanel a eu cette réussite. Elisabeth Arden, qui a été sa grande rivale et sa grande concurrente aux États-Unis, qui, comme elle, part de rien, qui est d'une origine tout à fait plébéienne. Son père est jardinier, sa mère infirmière, et qui s'invente, comme elle, des origines nobles, aristocratiques, qui est, elle, la créatrice de soins de beauté de la haute société américaine, des WASP. D'ailleurs, elle élève des chevaux. C'est la fameuse crème de 8 heures, par exemple, c'est parce que c'était la crème qui soignait l'articulation de ses chevaux. Donc, c'est comme ça qu'elle l'a inventée. Non, mais c'est vrai. Donc, elle fait courir ses chevaux. Elle a un haras. Donc, il y a ce côté très, très sucré. Elles se détestent d'ailleurs. Hein. Elles se détestent, elles fréquentent les mêmes lieux, elles vont aux mêmes réceptions, elles sont interviewées par les mêmes journalistes, elles paraissent dans les mêmes journaux et elles ne veulent jamais se parler, jamais se rencontrer. Et dès que l'une fait quelque chose, l'autre la copie immédiatement. Elles vont même jusqu'à se piquer leur manager. Et Helena Rubinstein, par vengeance, ira même par embaucher le premier mari d'Elisabeth Arden dont elle a divorcé, qui est son manager aussi. Et quand ils se séparent, il quitte l'entreprise et il signe avec son ex-femme une clause de non-concurrence. Helena Rubinstein attend que la clause de non-concurrence soit terminée et elle embauche Tommy Lewis, ce qui rend évidemment Elisabeth Arden folle de rage. Et quand elle épouse le prince Gourieli, quelques années plus tard, Elisabeth Arden va épouser un prince russe, comme ça, pour faire pareil. Au hasard. Donc elle meurt en 1965, Helena Rubinstein, elle a 93 ans. Qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle à ce moment-là ? Quel empire elle laisse derrière elle ? Alors, elle laisse beaucoup d'argent, évidemment. Elle laisse 30 000 employés, elle laisse 15 usines dans le monde, elle laisse un nom, une marque connue dans le monde entier. Mais il y a eu un petit peu après moi le déluge, c'est-à-dire que à la fois, elle n'a pas trop vu venir, obsédée qu'elle était par la concurrence avec Elisabeth Arden, elle n'a pas trop vu venir les autres, les outsiders, les Revlon qui avaient des manières très agressives de considérer la beauté, les Estée Lauder qui s'est inspirée d'Arden et d'elle-même pour lancer ses produits de beauté et qui a fait mieux encore. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas su prendre vraiment véritablement le tournant de la grande modernité. Et donc, elle laisse un empire à son fils, l'autre est mort, d'un accident de voiture, à sa nièce et à son neveu. Elle laisse des fondations aussi. C'est un peu lourd pour leurs épaules et ils vont vendre assez vite et toute l'immense collection de mobilier, de bijoux, de vêtements, de tableaux, de tapis, de sculptures d'Helena Rubinstein. Il y a 5 catalogues raisonnés quand se fait la vente aux enchères. Et ils vont vendre aussi la marque, parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup trop pour eux.
et ils vont la vendre à Colgate, qui s'en occupe mal, qui la revend à L'Oréal, et puis elle est tombée dans le giron de L'Oréal aujourd'hui. Voilà. Mais c'est plus du tout la marque, enfin en France en tout cas, c'est plus la marque qu'elle a été. En revanche, dans certains pays comme la Russie, comme le Mexique, comme le Japon, c'est encore une marque de référence. Et hier, j'étais à Bruxelles et pour une signature, et il y a le staff Helena Rubinstein qui est venu, qui connaissait absolument par cœur l'histoire d'Helena Rubinstein, et j'ai pu découvrir à quel point les gens qui travaillent pour cette marque se sentent en adéquation parfaite avec celle qu'il a créée. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très... comment dire, il y a vraiment une passion, quoi. Il y a un vrai lien, c'est comme une espèce de secte. Et hier, j'étais très émue en découvrant que toutes ces jeunes femmes étaient passionnées par la vie, la connaissaient, ont acheté le livre et pouvaient me raconter des tas de choses sur la marque en me disant non, mais c'est vraiment, c'est vraiment la meilleure, hein, c'est vraiment la meilleure. Voilà, mais il y a une affection, quoi. C'est marrant, comme si par-delà sa mort, 40 ans après, elle générait encore des passions à travers sa marque, quoi. On voit depuis une heure votre enthousiasme aussi à raconter les choses. Est-ce que vous avez toujours rêvé finalement d'écrire et de raconter le monde comme vous le faites dans Elle chaque semaine et comme vous l'avez fait dans de nombreux reportages que vous avez faits ? Moi, je crois que j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a appris à lire quand j'avais 4 ans. Donc il m'a donné à la fois le virus de la lecture et de l'écriture. Ça ne m'a pas lâché. J'ai toujours voulu faire ces deux métiers, être journaliste et raconter des histoires, être romancière. Et bon, voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire. C'est vrai que le journalisme et l'écriture, c'est deux rythmes très différents. Le journalisme, c'est l'immédiateté et c'est aussi les rencontres qu'on fait, les vraies rencontres, les gens, tout ce qu'on apprend, les causes qu'on peut défendre, comme les femmes qui ont toujours été, les droits des femmes, qui a toujours été pour moi quelque chose d'important, mais pas seulement. Et l'écriture, c'est effectivement plus rentré, voilà, c'est du temps, c'est un autre temps et un autre rythme. On rencontre aussi des gens formidables comme Malika Oufkir que vous évoquiez tout à l'heure ou comme Helena Rubinstein. On va à leur rencontre, à leur recherche ou alors, c'est aussi les livres les personnages que je peux imaginer. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir été journaliste politique, parce que c'est ce que vous vouliez être au départ. Finalement, vous avez rentré en stage à Elle et puis vous êtes resté. Ouais, non, c'est vrai que j'avais fait Sciences Po pour être journaliste politique. Ouais, je me suis mariée avec un journaliste politique, donc c'était très bien, il a fait le boulot. Non, finalement, au fond, Elle est un journal qui me convient très bien, parce que c'est un vrai journal de transmission dans tous les sens, c'est-à-dire que de génération. Ma mère le lisait, ma fille le lit. Ma fille me dit parfois non mais c'est toi qui fais Elle, c'est toi qui fais la mode. Je dis mais je suis pas journaliste de mode. Non mais tu sais puisque c'est dans Elle. Et puis au sein du journal même, c'est une rédaction qui est intéressante parce qu'elle est vraiment en adéquation avec les lectrices. Là aussi, c'est presque une secte. Il y a des lectrices qui lisent et qui collectionnent les Elle depuis des années. Ça, on les retrouve et elles savent nous en parler avec passion. Et au sein du journal même, il y a aussi une transmission. Moi, maintenant, je fais partie des plus âgées, mais quand les jeunes femmes arrivent, on sait tout de suite qui va être celle qui sera collée à Elle ou pas, et on adore leur apprendre. On adore leur expliquer ce que c'est que ce journal. Et votre engagement dans la défense du droit des femmes, ça est né comment ? C'était au sein de la rédaction de Elle ? Je crois que ça a toujours été... je crois que toujours, dès mon adolescence et dès que... Vous savez, moi, j'étais de celles qui ont milité pour le droit à l'avortement en 1974. J'ai fait partie du MLAC, donc j'ai toujours été féministe. Effectivement, entrant à Elle, c'est quelque chose qui a toujours continué. Il y a eu des époques où Elle était moins engagée que d'autres, ça c'est vrai. Cette année, on s'est beaucoup engagé avec les États généraux des femmes, puisqu'on est allé faire, 40 ans après les premiers États généraux en 70, un état des lieux de ce qui se passait en France avec les femmes. Est-ce que vous avez justement constaté encore beaucoup de sujets d'indignation ? Est-ce que vous avez été surpris justement du nombre de sujets qui existaient encore ? En fait, il y a quelque chose, c'est qu'on pense qu'on a tout eu, quoi. On a tout acquis. Allez, ça y est, les lois pour l'égalité professionnelle, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, la parité inscrite dans la Constitution, les femmes qui maintenant sont partout, dans tous les postes, etc. Puis on se rend compte que, finalement, c'est fragile. Ça, c'est menacé, droit à l'avortement par exemple, ou que la parité formidable inscrite dans la Constitution met toujours 18% de femmes à l'Assemblée nationale seulement, que la politique c'est encore un métier d'homme et que c'est vraiment compliqué,
qu'on vit encore dans un monde... ça change, hein, bien sûr. Attendez, je ne vais pas faire un état des lieux de victimisation, c'est pas du tout mon genre, mais quand même dans un monde masculin, avec des codes masculins, avec une entreprise qui a encore gardé des codes masculins, où il y a encore des réunions le soir qui tardent, où les femmes ont beaucoup de mal à concilier la vie professionnelle et la vie de mère, où le partage des tâches, c'est très bien dans les jeunes générations, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est ce qui leur manque le plus aux femmes, la gestion des temps, les crèches, la politique sociale. J'ai été assez surprise de voir que finalement il y avait tout ça encore qui manquait. Et puis le plafond de verre dans l'entreprise, et puis les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, et puis pourquoi les hommes n'ont pas de congés parentaux obligatoires comme c'est par le congé de paternité de 15 jours, comme c'est le cas en Suède. Il y a beaucoup de sujets d'indignation, et puis pas seulement chez les jeunes femmes des classes moyennes ou les classes un peu nanties. Il y a aussi, on a auditionné des associations, les violences faites aux femmes. Ça, on en parle beaucoup, on fait des lois, c'est vrai, mais ça continue. La précarité, qui touche beaucoup plus les femmes et les enfants que les hommes aujourd'hui. Le chômage, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets encore d'indignation, il y a beaucoup de boulot. En 87, vous écriviez Le ras-le-bol des superwomen. C'était un livre sur la nouvelle condition de la femme moderne. Ouais. Aujourd'hui, ce sont toujours des superwomen ou elles ont changé ? Elles n'ont jamais voulu être superwoman, en fait. C'est la société qui les a un peu obligées. Enfin, superwoman, pour moi, c'était la femme qui faisait un peu tout, quoi, qui était, et dont on faisait l'éloge précisément parce qu'elle faisait tout et parce que c'était bien commode de les caresser dans le sens du poil en disant elles sont formidables, les femmes. Ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, elles sont bien, les femmes, elles sont formidables, elles savent tout faire. Hein. Et puis nous, on se rengorge, on est un peu bêtasses. On dit oui, c'est vrai, on sait tout faire, et puis on en fait un peu beaucoup quand même. Ça a changé, évidemment que ça a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et pas tant que ça quand même. Je me souviens à Lyon, parce que j'animais tout cet hiver tout en écrivant le livre, hein, donc Superwoman, je revendique aussi, hein. J'ai fait les deux, heureusement que mes enfants sont grands. Donc j'animais les tables vie publique et vie professionnelle. C'était à Lyon, il y avait beaucoup de femmes de tous les âges, alors des femmes qui avaient militant 70, des femmes qui racontaient comment c'était dur, des femmes monoparentales qui élevaient leurs enfants, qui disaient que c'était compliqué aussi d'être toute seule. C'est effectivement compliqué de faire bosser les hommes et le partage des tâches, mais c'est encore plus dur quand on est toute seule à la maison et qu'on fait tout à la fois, qu'on est père et mère et chef de famille. Et puis il y a des jeunes filles de Sciences Po Lyon qui nous écoutaient comme ça, un peu effrayées, hein. Puis il y en a une qui a levé le doigt à un moment donné timidement, qui a dit « Mais est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de dire qu'on ne veut pas travailler ?» Alors tout le monde a fait « Ouh !» Mais moi, je me suis dit, je la comprends, cette fille, elle a 20 ans, elle nous écoute, elle nous entend dire que c'est compliqué, que ça a toujours été compliqué. Et elle se dit « Ouh là là, peut-être que vaut mieux que je m'assoie avant de me lever. » Là, c'est difficile. Mais bon, on lui a expliqué que non, elle n'avait pas le choix. En quoi votre magazine aujourd'hui, enfin le magazine Elle dans lequel vous travaillez, dit bien ce qu'est la femme d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il le fait bien, justement ? Alors, je crois qu'il le dit bien parce que c'est un magazine qui, au fond, raconte ce qu'est une femme dans sa diversité, ce qu'est une femme qui dit que les femmes ont le droit d'être multifacettes. C'est-à-dire qu'elles peuvent à la fois aimer la mode, la beauté, la cuisine, parce que ça fait partie des femmes. Helena Rubinstein l'avait bien compris, mais qu'elle peut aussi, qu'elle lit, qu'elle aime la politique, qu'elle lit des éditos. On est au fond un news magazine féminin, un des premiers en France, et on aborde tous les sujets, le cinéma, le prix des lectrices est un des prix littéraires les plus importants, les reportages, il y a des grands reporters, il y en a toujours eu dans Elle, on s'intéresse à la politique, on fait cause pour des choses qui nous intéressent dans la société, parce qu'on est des actrices de la société. On l'a fait par exemple en mettant une femme afghane voilée en couverture en 2001, en avril 2001, au moment où tout le monde s'indignait parce que les Bouddhas de Bamiyan avaient été détruits en Afghanistan, et on a dit c'est pas les Bouddhas qu'il faut sauver, c'est les femmes. Ce sont les femmes qui, entre parenthèses, actes des résistances contre les talibans, se réunissaient clandestinement pour se maquiller. Et c'était très très grave, parce que si on les avait prises à le faire, elles risquaient vraiment très gros. On l'a fait au moment donc des États généraux, on a pris position et on a lancé une pétition au moment du débat sur le port du voile par les mineurs à l'école. Tout ce qui est féminin, inscrit dans la société, ne nous est pas étranger et est important pour nous. Et on revendique le droit. Ça, c'était Hélène Lazareff qui a fondé le journal en 1945 et qui le disait. Elle disait le sérieux dans la frivolité
l'ironie dans le grave. Et je crois que c'est ce qui c'est toujours vrai. Ouais, c'est ce qui est toujours vrai dans ce journal, en tout cas. Et c'est une tradition qui se perpétue à travers les journalistes et les gens qui le dirigent. Et on est beaucoup d'hommes à lire, elle aussi. 22%. 22%. Ouais, absolument. Les lecteurs sont des hommes. Ouais, absolument. Et aussi à le faire. Hein. Il y a quelques grands reporters au journal, directeurs artistiques, et qui pour rien au monde n'échangeraient leur place au sein de cette rédaction. Bien, avez-vous des questions pour Michel Fitoussi ? Merci en tout cas. Je suis très impressionnée. Ça, je ne l'ai pas dit au début, hein, mais j'étais très impressionnée par tout le monde. Voilà, on salue aussi les gens qui sont dans d'autres salles et qui n'ont pas pu rentrer. Et honnêtement, c'est vrai que c'est 10 fois plus impressionnant que de parler à la radio ou à la télévision, de voir tous ces visages que je distingue et de parler devant vous. Vous êtes plus de 2000 ce soir. Voilà. Et merci. Hein.